Donc, on va commencer. On avait besoin de laisser les membres rentrer dans notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, un grand bonjour à toutes et tous qui se sont joints à nous aujourd'hui d'un peu partout à travers le pays. Donc, bienvenue à notre webinaire « Des lettres solidaires du Canada à l'Amazonie avec amour ». Alors, je m'appelle Janelle Delorme, je suis l'animatrice régionale pour le Manitoba et pour la région de Thunder Bay. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître le territoire sur lequel nous nous situons. Je vous invite à taper dans le chat la reconnaissance du territoire sur lequel vous vous situez. Pour ma part, je reconnais que je suis présentement sur les terres visées par le traité numéro 1, terres ancestrales des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. J'aimerais aussi vous partager une prière qui nous a été partagée par sœur Eva Solomon, une religieuse Anishinaabe qui s'est jointe à nous à l'Assemblée d'orientation en 2015. Donc, pour ceux et celles qui étaient présents à l'Assemblée d'orientation en 2015, elle nous a offert une très belle prière autochtone que j'aimerais vous partager ce matin, ou cet après-midi, désolée. Alors, recueillons-nous pour cette prière. Ô grand esprit, Père de toute créature, nous sommes ici rassemblés pour te prier, en nous inspirant de la roue médicinale. Aide-nous à trouver l'équilibre entre l'esprit, l'intelligence, le cœur et le corps, afin de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Nous te remercions pour les cadeaux provenant de toutes les directions. Nous te remercions pour les cadeaux de la vision, du conseil et du leadership. Aide-nous à être comme l'aigle qui peut voler haut et voir loin, afin de surveiller et protéger le bien-être de tous les êtres vivants. Aide-nous à voir les situations clairement et à tendre la main, afin d'être de bons leaders à l'écoute et au service des autres. Nous te remercions pour les cadeaux de l'amour, de la confiance et de la discipline personnelle, qui nous permettent d'aimer et de traiter les autres avec amour. Aide-nous à écouter avec nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, pour laisser passer le négatif et ainsi demeurer positif. Aide-nous à exprimer, à communiquer et à faire du bien autour de nous, afin d'accomplir notre mission et d'atteindre nos buts avec détermination. Nous te remercions pour les dons de réflexion et de persévérance. Aide-nous à être comme la tortue, afin de voir l'intérieur, et nous accepter tels que nous sommes. Comme l'ours, donne-nous la force d'atteindre le plus haut niveau de nous-mêmes. Nous te remercions pour la sagesse, les cadeaux de l'intelligence, que notre force ressemble à celle des animaux forts, afin que nous apprenions à être de bons pourvoyeurs. Aide-nous à penser clairement afin de faire de bonnes décisions. Aide-nous à apprendre que tu as un sens et à retenir les leçons de vie. Mère Terre, nous te remercions pour le don de la vie. Nous te remercions pour la nourriture de chaque jour, pour les plantes qui servent à nous nourrir et à nous guérir, pour les arbres qui deviennent nos abris, notre protection et notre chaleur. Aide-nous à toujours respecter la nature
en prenant et en utilisant seulement ce dont nous avons besoin. Père ciel, nous te remercions pour le soleil, la lumière, l'énergie et la chaleur. Nous te remercions aussi pour la soif de vivre en harmonie avec notre environnement, le vent, la pluie, la neige. Pour tous ces cadeaux, nous te disons Miigwech, Miigwech, Miigwech. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement vous partager quelques éléments techniques. En ce moment, on vous demande de garder votre micro fermé. Si vous avez des problèmes techniques, vous êtes les bienvenus d'écrire dans le chat. Marie-Hélène, qui nous aide au niveau de la technique, vous pouvez lui poser des questions. Si vous voulez poser des questions à nos panélistes, on vous invite de le faire dans la section questions-réponses plutôt que dans le chat. Et c'est là où on surveillera les questions qui sont posées pendant notre après-midi ensemble. Donc, sans plus tarder, la saison de la création est un temps pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant à agir ensemble. Pendant ce temps, nous nous joignons à nos frères et sœurs de la famille écuménique en priant et en agissant pour notre maison commune. Le patriarche écuménique Dimitri Ier a déclaré que le 1er septembre serait un jour de prière pour la sauvegarde de la création pour les orthodoxes en 1989. Cette date marque même le nouvel an liturgique pour les orthodoxes et commémore la création du monde par Dieu. Le pape François a officiellement reconnu cette célébration au nom de l'Église catholique en 2015, la même année qu'il a publié son encyclique Laudato Si. Ces dernières années, des déclarations émanant de plusieurs chefs spirituels partout dans le monde ont également encouragé les croyants à prendre soin de la création pendant cette célébration d'un mois. La saison de la création commence le 1er septembre, jour de prière pour la sauvegarde de la création, et se termine le 4 octobre, jour de la fête de Saint François d'Assise, saint patron de l'écologie qui est aimé par de nombreuses communautés chrétiennes. Cette année, 5 ans après la publication de Laudato Si, le pape François marquera la fin de la saison de la création en signant une nouvelle encyclique, Fratelli Tutti. Elle a été signée officiellement aujourd'hui à Assise et sera présentée demain à Rome. Cette encyclique est une continuation de sa papauté. La référence, encore une fois, à Saint François d'Assise amène à penser que l'accent sera mis sur les grandes dimensions de la fraternité qui ont marqué la vie de Saint François, dont sa vie avec les pauvres. L'encyclique portera sur la fraternité humaine et l'amitié sociale. Vous pourrez la lire dès demain sur le site web du Vatican. À Développement et Paix, on souhaite marquer la fin de la saison de la création en vous donnant une mise à jour très importante de notre campagne pour notre maison commune. Sur ce, je vous présente Ilana Wright, chargée de campagne, mobilisation et plaidoyer. Elle collabore au développement de nos campagnes, représente Développement et Paix auprès des coalitions nationales et internationales de la société civile et fait du plaidoyer auprès des premiers ministres, des personnes députées, des dirigeants d'entreprises, des personnes ambassadrices et des représentants syndicaux sur des enjeux sociaux, environnementaux, de genre et de paix. Ilana. Merci beaucoup, Janelle. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous et de vous parler de la campagne qu'on va
clore aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on travaille sur cette campagne de développement épais à travers le pays. Ça fait 1 an qu'on demande des signatures de nos voisins, nos familles, les paroissiens, les enfants aux écoles catholiques. À travers le pays, on ramasse des signatures. Et tout ça pour montrer notre solidarité avec 2 communautés de défenseurs de l'Amazonie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint notre objectif. L'année passée, on s'est donné un objectif très, très ambitieux d'avoir 65 000 signatures sur ces lettres de solidarité. En fait, c'est très symbolique, ce chiffre-là, 65 000. C'est le nombre d'espèces d'arbres et d'animaux invertébrés qui vivent en Amazonie, qui montre vraiment la biodiversité de l'Amazonie, évidemment. Et c'est incroyable vraiment qu'on a réussi. Et c'est juste depuis quelques jours qu'on a réussi notre objectif parce qu'on a fait un dernier appel à tous les animateurs au Conseil diocésain. Est-ce qu'il vous reste des lettres signées? S'il vous plaît, envoyez-les nous. Alors, il y a encore des lettres qui arrivent à nos bureaux à Montréal, puis on a déjà atteint le 65 000. Alors, c'est sûr qu'on va le dépasser. On est très, très fiers aujourd'hui de ça. Et j'aimerais vous montrer aussi des exemples de ces lettres signées. Alors, certaines personnes ont écrit des lettres personnelles, d'autres ont signé la feuille de papier, puis ils ont ramassé des dizaines, des centaines, 1000 même signatures sur ces feuilles, sur ces belles lettres pour la communauté Moura, puis aussi pour la communauté des Seringueros. Et voici une image des piles de lettres. Et comme j'ai dit, ils continuent d'entrer au bureau, d'arriver par la poste. Alors, les piles vont être encore plus grandes, c'est pas tout. Alors, je veux vraiment féliciter tous nos membres, tous nos bénévoles, le clergé, les congrégations religieuses qui ont réussi à ramasser ces signatures pour montrer une énorme solidarité avec avec ces 2 communautés et avec tous les défenseurs de l'Amazonie qui ont du courage, qui défendent leur territoire malgré beaucoup, beaucoup de risques. Il y a aussi dans le cadre de la campagne, on a invité les Canadiennes et les Canadiens de toutes les générations, alors de tous les âges, de se joindre à un mouvement de conversion écologique en faisant une action. Puis ils ont choisi de plusieurs actions qui sont des gestes écologiques et ça qui nous permettrait d'assurer un avenir pour les générations futures. Et plus que 1000 personnes ont signé cet engagement et ce n'est pas trop tard si vous ne l'avez pas encore fait. C'est possible d'aller sur notre site web. Peut-être on pourrait le mettre dans le chat. L'adresse de cet engagement, c'est sur la page de la campagne pour notre maison commune. Alors, plus tard dans la présentation aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de nos actions de plaidoyer. Alors, maintenant qu'on a ramassé toutes ces signatures-là, que 65 000 Canadiennes et Canadiens ont affirmé leur solidarité, on va pouvoir envoyer des lettres au gouvernement canadien, à d'autres décideurs et aussi à une compagnie minière qui menace la communauté Mura. Alors, je reviendrai plus tard pour vous parler de ces actions. Merci, Ilana. Donc, j'aimerais vous partager un peu l'expérience que j'ai vécue au Brésil en 2012. J'ai eu l'occasion de participer à un voyage de solidarité organisé par Développement épais qui a vraiment changé ma vie. Nous étions 9 jeunes femmes à travers le pays qui ont été choisies pour représenter Développement épais
à la conférence qui s'appelle Rio plus 20, la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Avec nos 2 agents de jeunesse, nous avons participé, entre autres, au Sommet des peuples, qui était vraiment un rassemblement pour les organismes de justice sociale, les organismes environnementaux et de société civile. En tant que femme métisse moi-même, cette occasion de rencontrer aussi d'autres personnes autochtones m'était incroyablement précieuse. Dans la deuxième photo, vous me voyez avec Erin et Mélodie. Nous étions les 3 femmes de la délégation qui s'identifiaient comme autochtones. Alors, c'était vraiment une belle occasion aussi de rencontrer d'autres personnes s'identifiant comme autochtones à travers le Canada. Mais aussi de rencontrer des personnes autochtones qui d'un peu partout à travers le monde, surtout en Amérique latine. J'ai eu l'occasion de participer à la conférence internationale sur le développement durable et l'autodétermination des peuples autochtones. C'est là où le concept de consentement préalable, libre et éclairé est devenu beaucoup plus clair et important pour moi en entendant tous les témoignages des gens qui étaient panélistes, des participants. Vous voyez au bas de la page, c'est des photos que j'ai prises lorsque nous étions là. J'ai rencontré un chef du Canada, un chef d'aîné, Bill Erasmus, qui vient des territoires du Nord-Ouest. Et c'était une très belle occasion de se rencontrer. J'ai toujours cru qu'il était important d'apprendre directement des gens qui luttent pour leurs droits. D'où l'importance des voyages de solidarité. Cette année, on m'a invité d'accompagner le groupe qui allait livrer les lettres de solidarité à nos partenaires et communautés autochtones au Brésil. Pour vous en parler davantage, je passe la parole à Célina Hunt. Célina est l'agente de programmation jeunesse à Développement et Paix. Elle a joué un rôle clé afin de mener la campagne pour notre maison commune auprès des jeunes sur les campus d'université ainsi que dans les paroisses au Canada. Célina, je te passe la parole. Merci, Janelle. Oui, donc je vais expliquer un peu le visite de solidarité annulée. Donc, comme plusieurs d'entre vous savez, nous avons planifié un voyage de solidarité au Brésil pour juillet 2020 avec 12 jeunes impliqués avec Développement et Paix. Donc, le plan, c'était de voyager premièrement à Brasilia, où nous avons planifié un travail de plaidoyer avec le CIMI et l'ambassade du Canada. Suivant, on a planifié d'assister au congrès de la Commission pastorale de la Terre à Maraba. Et c'était à cet événement où on a prévu de livrer les lettres de solidarité en rencontrant les membres des communautés Serengero et du Mura. On a aussi planifié un voyage vers Manaus et une rencontre avec le peuple Mura. Évidemment, malheureusement, à cause de la pandémie, ce n'était pas possible de faire le voyage au Brésil. Mais, comme Alana a dit, on a quand même réussi dans notre but de 65 000 lettres de solidarité. Et parce qu'on ne pouvait pas livrer ces lettres en personne, nous sommes ici, tous ensemble aujourd'hui, d'envoyer les lettres virtuellement. Donc, oui. Donc, ça, c'était le plan. Et maintenant, c'est mon plaisir de présenter Alexandra Kadar, une membre jeunesse à Montréal, qui va nous expliquer pourquoi elle a voulu se joindre au séjour de solidarité et son message de solidarité au peuple Mura et au Serengero. Donc, Alexandra, c'est à vous. Merci Célina. Bonjour tout le monde. J'ai 5 minutes donc pour parler un peu de mes motivations d'avoir appliqué pour le voyage au Brésil et mon message de solidarité au peuple de l'Amazonie. Alors, ce voyage s'alignait avec plusieurs réalités dans ma vie et en fait celui de mon mari aussi, puisque nous avons appliqué ensemble. Il doit être là quelque part. En 3 points, après la mobilisation pour les signatures à l'automne,
On voulait rencontrer ces peuples, on voulait rencontrer les partenaires de développement et paix, apprendre de leur manière de vivre cette communion avec la nature, avec la terre, leur façon de construire un monde meilleur. On avait quelque chose dont on pouvait s'inspirer. On voulait aussi apprendre sur l'implication de l'Église et de la pastorale sociale localement, surtout puisque je travaille en pastorale sociale à Montréal, donc ça me touchait de plus près. On voulait nourrir ensemble notre foi et aussi notre engagement dans l'Église et dans le monde, un monde pour la dignité de la personne. Et puis finalement, on voulait vivre une expérience de solidarité en couple afin que nous ayons une compréhension commune et un engagement durable ensemble, car on croit profondément que l'engagement en famille est très important. L'engagement en famille est un plus pour notre société. Le voyage aurait signifié tout cela pour nous, même plus encore. Ça aurait été une occasion de se laisser toucher de encore plus près de ces souffrances des peuples qui vivent en Amazonie, de se sentir plus proche aussi qu'on marche avec eux. Et je pense qu'on aurait pu aussi partir avec un élan d'espoir de ces peuples, parce qu'ils ont de l'espoir. Ça aurait été aussi une occasion pour grandir dans notre conviction que ce que nous faisons ici au Canada, nos appuis, nos signatures, nos rencontres avec les députés, est important et a un grand impact. Nous sommes convaincus, mais ça aurait pu agrandir encore plus cette conviction. Nous considérons que nous sommes une famille élargie avec les peuples de l'Amazonie. Ce n'est pas juste une famille humaine, mais c'est la famille animale, végétale, minérale, toute cette Amazonie qui vit des injustices, qui vit des destructions. Donc, ça aurait pu nous donner un élan plus grand ici au Canada. Alors, pour conclure, notre message de solidarité aujourd'hui pour les peuples des communautés Mura, les peuples Selingueros aussi. Avec mon mari, nous voulons dire votre présence, votre courage est inspirant pour nous. Merci pour votre présence bienveillante, pour votre présence de résistance. Vous êtes des signes visibles qui donnent espoir. Vous êtes des signes de la grâce de Dieu qui agit à travers vous. Merci de nous inspirer pour ne pas nous décourager. Merci de continuer de protéger ce que nous aimons ensemble. Merci pour votre conscience profonde que nous sommes un seul corps avec toute la création. Merci de nous réveiller à notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que Canadiens, Canadiennes. Merci de votre présence qui est un acte de résistance, un acte d'amour et un acte de foi. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Ça, c'était très beau. Merci. Donc, maintenant, on va partager une petite vidéo avec les photos des autres jeunes qui ont fait beaucoup d'activités de solidarité, d'éducation et de la mobilisation pendant la campagne pour notre maison commune. Donc, vous pouvez voir les photos des beaux dessins des jeunes qui ont exprimé leurs idées de l'Amazonie et de la solidarité. Aussi, il y a des photos des représentantes jeunesse qui ont assisté à l'Assemblée jeunesse l'automne passé, où ils ont appris comment animer la campagne dans leur contexte. Cette Assemblée jeunesse inclut les jeunes anglophones et francophones de partout au Canada. Donc, vous pouvez voir plusieurs exemples de ces photos ici. Et personnellement, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec les jeunes. Ils sont toujours pleins de créativité et d'énergie pour la mission de développement et paix. Donc, c'est juste une petite vidéo de quelques minutes, juste pour voir ces exemples de l'engagement des jeunes.
Donc, merci beaucoup et c'est à vous, Janelle. Merci beaucoup, Célina, et merci beaucoup, Alexandra, pour votre témoignage. Alexandra, j'aurais tellement aimé aller en voyage de solidarité avec toi et ton mari. Évidemment, on va se reprendre une fois que la pandémie n'y sera plus, évidemment. Et je pense que c'est tellement beau de voir l'engagement jeunesse à travers le pays. Je suis convaincue qu'il y a plein de jeunes qui sont, ils sont le mouvement de développement IPL, ils sont la relève de développement IPL. Moi, je me suis impliquée dès l'âge de 12 ans et je crois que c'est très important d'animer et de s'assurer d'engager les jeunes à développement IPED. Donc, c'est vraiment beau de voir ce qu'ils ont pu faire cette année, cette dernière année, toutes les belles photos, tous les beaux dessins. Chapeau à tous ces jeunes. Donc maintenant, j'aimerais passer la parole à Anne-Catherine Kennedy. Elle est la chargée de programme pour le Brésil et la Colombie. Dans son poste, elle développe et maintient des partenariats forts avec nos organisations de base et ecclésiastiques dans la région amazonienne. Elle joue également un rôle actif dans la défense des communautés traditionnelles et autochtones. Et Anne-Catherine va partager un peu c'est quoi la situation au Brésil. Et elle présentera aussi quelques-uns des messages de la part de nos partenaires. Anne-Catherine, je te passe la parole. Merci. Vous m'entendez? Super. J'ai juste quelques minutes et un assez gros mandat, mais the host has asked you to start your video. Ah, pardon. Je pensais l'avoir déjà faite. Merci. Oui, alors je vais vous parler rapidement de ce qui se passe au Brésil. Une première chose, c'est qu'en commençant la préparation pour cette présentation, on pensait au début que j'allais devoir un peu justifier pourquoi on n'arrivait pas à avoir beaucoup de photos et d'audio et de vidéos des partenaires des communautés Seringueiros et des Moura, parce qu'on n'arrivait pas à avoir beaucoup de réponses au début, et c'est parce que la situation, elle est assez désastreuse. Au Brésil de façon générale, en Amazonie de façon particulière, et dans l'État de Amazonas, c'est un des États les plus grandement affectés de tout le Brésil, de toute l'Amazonie. Mais on a finalement réussi à avoir des réponses par Zap, par WhatsApp et donc, on a des témoignages à partager avec vous. Mais c'est pour vous dire qu'on a failli pas en avoir tellement les choses vont vite et que c'est difficile. Et les communautés qui sont isolées, éloignées, qui n'ont pas de bons accès à Internet, c'est à ces moments-ci où c'est grave et on est dans des situations d'urgence que le manque d'accès à la technologie, qui devrait être un droit, vraiment, devient vraiment très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Brésil? C'est qu'on a en place un gouvernement qui aurait déjà fait en sorte que la crise serait grave de la COVID. On a un gouvernement qui favorise le néo-extractivisme sauvage, prédateur, qui rentre dans les communautés, qui veut couper tous les services sociaux et toutes les dépenses au niveau de la santé et de l'éducation, qui veut vraiment laisser les pauvres à eux-mêmes. On a un gouvernement qui nie le droit des peuples autochtones, des peuples traditionnels, des pauvres, des noirs, des afro-brésiliens, des sans-terre, des paysans, des femmes, de tout le monde, des défenseurs des droits humains, des défenseurs de l'environnement. C'est un gouvernement qui nie la science et pire encore, qui encourage la création de fausses nouvelles, parce que lui-même, ce gouvernement-là, en fait beaucoup, de création de fake news. Et on a un gouvernement qui prône un discours de haine et de violence qui permet à des gens violents, des groupes violents, de penser qu'ils ont le droit d'agir avec violence contre les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, ou que s'ils veulent aller chercher des ressources en Amazonie, c'est leur droit et que des petits pauvres qui sont dans leur chemin devraient juste se tasser. Donc, on a vraiment une situation qui aurait déjà été assez chaotique, mais malheureusement, à tout ça, on a des industries extractivistes,
donc principalement peut-être l'industrie minière et l'industrie agro-industrielle, qui met beaucoup de pression pour empirer la situation. Et puis, j'ai organisé un peu en 4 catégories les façons, j'ai trouvé ça intéressant, les façons que ces industries-là affectent et empirent la crise. Donc, la première façon des 4 on aurait pu organiser ça de maintes façons, mais j'ai décidé sur ces 4-là pour essayer de simplifier. Donc, c'est vraiment pas complet, mais ça donne une bonne idée de l'impact de ces industries-là sur le monde en général et sur le monde en crise. Donc, les entreprises minières et de l'agro-industrie ignorent les menaces réelles de la pandémie. Ils continuent de fonctionner. C'est vraiment terriblement grave. Ils ont fait toutes sortes de pressions avec des gouvernements dans plusieurs pays pour que ces industries, surtout l'industrie minière, soient déclarées un service essentiel. Donc, au Brésil, par exemple, la Conférence nationale des évêques brésiliens se sont même manifestés contre ça, en disant que ça n'a aucun sens. Il ne faut pas que cette industrie-là puisse continuer à fonctionner. Les gens se déplacent, les conditions de travail sont vraiment précaires. Ces gens-là sont dans des communautés traditionnelles et autochtones. Ils vont amener les virus à du monde qui sont très vulnérables et très pauvres et qui ont vraiment essentiellement aucun service de santé existant. Donc, s'ils sont malades, ils vont mourir. Donc, la Conférence des évêques s'est prononcée contre ça, mais elle n'a pas eu beaucoup d'impact parce que c'est une entreprise, c'est un secteur de l'économie qui est très puissant au Brésil et dans le monde, comme on le sait. Donc, étant déclaré un service essentiel, ils peuvent continuer à fonctionner. Et puis, c'est démontré déjà que le secteur minier au Brésil est un des principaux vecteurs de transmission du virus au Brésil et l'est peut-être dans le monde, mais moi, je n'ai pas ces données-là. On a des infections avec le coronavirus des travailleurs, des gens dans les communautés, donc dans les villes, les villages, mais dans les communautés aussi rurales, puis aussi les populations traditionnelles et les autochtones, ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont le moins d'immunité et qui sont souvent aussi appauvris, n'ont pas un bon système de santé qui les protège et qui sont souvent aussi déjà contaminés et malades à cause de contamination minière. Donc, ils ont des systèmes qui sont déjà, leurs corps sont déjà fragiles à cause de ce qu'ils vivent. On a plus de 145 000 morts au Brésil, 145 000 morts, dont les 3/4 sont en Amazonie brésilienne. C'est une zone qui est vraiment, vraiment touchée. On dit que le pire état, c'est Amazonas, où on retrouve les Muras. Dans la ville de Paraupebas, la ville minière principale de l'État de Pará, ils ont vu une augmentation de 200% du nombre de décès pour respiration, pour maladies respiratoires. Donc, même si on n'a pas nécessairement tous les chiffres qui indiquent le nombre de cas de la COVID, le nombre de morts de la COVID, parce qu'on a un gouvernement central qui n'est pas très intéressé à connaître les vrais chiffres, on a quand même le nombre de décès qui augmente de façon vertigineuse. Et quand c'est respiratoire, on peut deviner que c'est la COVID. Donc, les entreprises minières ont fait de tout pour éviter les menaces et fonctionner. Les entreprises minières essaient de mettre sous silence les mobilisations légitimes et les résistances des communautés affectées. Donc, il y a une restriction, ça c'est les minières qui le veulent, puis les gouvernements qui les mettent en place, des restrictions par rapport à la liberté d'association et de circulation. On prétend que c'est à cause du virus, on ne devrait pas pouvoir se promener. Donc, les gens ne peuvent pas mobiliser et protester des projets miniers qui sont en train de prendre leur eau, contaminer leur eau, mettre des déchets toxiques dans les airs et appauvrir leurs conditions de vie. Il y a la troisième façon que les entreprises minières sont en train d'empirer la crise, c'est qu'ils sont en train d'utiliser la pandémie comme façon d'avoir l'air d'un bon joueur. Ils donnent des kits de testing pour le virus à des gouvernements municipaux, étatiques ou fédéraux. Ils distribuent même directement des aliments à des gens, ce qui fait en sorte que les gens sont un peu réticents de protester un projet minier qui contamine leur eau si cette entreprise-là leur donne aussi leur petit déjeuner et leur souper. Ça divise les gens qui sont dans la résistance. Ça fait en sorte que leur travail est beaucoup plus difficile. Et ça fait en sorte aussi que les gens donc, ne peuvent pas défendre leur territoire, ils ne peuvent pas circuler. Ils sont mis en prison ou sont menacés de prison, on dit qu'ils violent la loi.
Tandis que les gens qui sont contre eux, les gens armés, par exemple, qui se sentent dans leur droit de prendre ce qu'ils veulent, ben, eux, ils continuent à circuler. Et donc, c'est des vraies menaces pour ces gens-là qui risquent de se faire assassiner. Le Brésil, c'est un des pires pays dans le monde pour l'assassinat de défenseurs de droits humains et de défenseurs de l'environnement. Et la quatrième façon que l'industrie minière est en train d'empirer la situation, c'est qu'elle profite de la pandémie pour proposer et encourager des changements de loi au niveau de la réglementation. Et ils veulent que ces changements-là soient permanents. Le ministère de l'Environnement du Brésil, Ricardo Salles, a été enregistré et l'enregistrement audio a été coulé aux médias. Il est enregistré en disant qu'il faut profiter de cette crise pour vite approuver toute la déréglementation de l'environnement et du secteur minier pour pouvoir permettre à l'extractivisme de continuer plus qu'avant. Donc, on a vraiment une situation vraiment très difficile. Si c'était difficile pour les Moura et les Seringueiros avant la COVID, ça l'est encore pire maintenant. C'est sûr que le CIMI et la CPT et d'autres travaillent avec ces communautés-là pour les renforcer, pour essayer de les protéger, pour dénoncer la violation de droits, mais ils ont vraiment plus besoin de nous même qu'avant. Et ils sont très reconnaissants de l'appui qu'on leur donne, du travail qu'on a fait pour faire valoir leur lutte et ils veulent vous faire des messages. Est-ce qu'on passe au message? Olá, sou Jeremias, liderança do povo Moura aqui do Brasil. Nosso povo vem sofrendo várias ameaças, como a mineração ilegal em nossas terras, sem o nosso consentimento, a falta de demarcação de um território contínuo também é um grande problema para o nosso povo. Nosso povo vive cercado por fazendeiros e agora mais a questão mineração. E isso é ruim, isso é difícil, isso nos mata culturalmente, nos mata espiritualmente. Então, eu queria pedir apoio de vocês, ao povo canadense, que nos ajude, ajude o nosso povo a lutar. Nós precisamos do apoio de vocês para que a gente possa vencer aquilo que a gente vem enfrentando em nosso território. Tá? Quero agradecer muito pelas assinaturas e dizer que o povo Moura é um povo resistente e que vê o bem de todo o povo, que quer ver o bem do planeta Terra. E a Amazônia, como vocês devem ter acompanhado, está queimando, está sofrendo e a gente precisa proteger. Tá? A gente precisa proteger ela porque nós moramos nelas e vocês também dependem dela. Tá? Meu muito obrigado, um forte abraço a todos. Nós, povos indígenas da etnia Moura, da aldeia Moiraí, uma das 32 aldeias ao redor do município de Autazes, estado do Amazonas, Brasil, um povo de muita luta, em defesa de seu território, da nossa mãe natureza, do nosso rio, nosso sagrado, de nossas crianças. Um povo que não desiste de nenhuma luta. Queremos aqui, de todo o nosso coração, agradecer a todos que estiveram nessa campanha, adquirindo para mais de 50 mil assinaturas. Estamos honrados com tanto amor e humildade da parte de vocês. E oramos a Pai Tupã e nossos ancestrais que possam conceder saúde e muito amor para que vocês continuem trabalhando, apoiando as causas indígenas, a outros povos, né? Que Pai Tupã possa estar continuando vocês nessa caminhada. Eu me chamo Milena Correia Moura, sou da etnia Moura, sou da aldeia Moiraí, sou coordenadora da organização indígena Mulheres Mouras de Autazes, com a sigla OIMA, e eu, de todo o meu coração, estou agradecida a todo o amor e a humildade da parte de vocês. Fiquem com Pai Tupã.
Eu sou Edna, sou missionária do CIMI há 20 anos. Sinto-me muito grata, muito agradecida a cada uma das pessoas que somaram nessa luta dos Muras. Isso nos fortalece enquanto missionários, enquanto agentes de pastoral na luta por esses povos, e também empodera os povos indígenas, sobretudo nesse momento os Muras, com as suas lutas, a luta pela garantia de seus direitos. As principais demandas que poderiam ser apoiadas seria a demarcação da terra, porque sem a terra o povo perde a identidade, perde sua cultura. E a outra demanda é a questão da mineração, como é de conhecimento de todos, que vem de uma maneira muito impactante, não só sobre os povos indígenas, mas toda a população desta região. Uma outra demanda se trata da questão de búfalos, que invadem os territórios indígenas, destroem suas plantações, os lagos, os rios, da onde eles tiram o seu sustento. E por fim, eu diria que ainda é necessário lutarmos por qualidade das políticas públicas. As poucas a que os Mura têm acesso, além de ser precárias, ainda correm o risco de se ser retiradas depois de tanta luta e conquista. Anne-Catherine, on ne semble pas pouvoir t'entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est beau, merci. Désolée. Bizarre. Donc, Luis Ventura, c'est le coordinateur régional du CIMI Nord 1. Il est allé au synode avec Jérémias. Et il avait un message pour nous. Comme Edna et comme Jérémias, ils sont très contents, très fiers, très heureux et très reconnaissants avec les signatures et avec le travail de la campagne. Et voici le message de Louis. Tout d'abord, je suis très reconnaissant du travail de développement et paix dans la défense des droits du peuple Moura et pour son plaidoyer et le travail de sensibilisation de la société canadienne et des dirigeants des entreprises liées au secteur minier. Les résultats de la campagne sont extrêmement importants, le nombre de signatures est très significatif et le travail effectué auprès des jeunes est très prometteur. Prochaine image. En fait, ces campagnes sont essentielles pour garantir les droits des peuples autochtones d'Amazonie et pour que nous puissions construire un modèle de coexistence respectueuse avec la terre, avec les peuples et avec les générations à venir. Nous voulons reconnaître tout ce travail et cet engagement et vous remercier une fois de plus pour votre force et votre solidarité. Nous vivons ici un moment particulièrement tendu depuis le mois de juillet, surtout dans la région du Rio Abacaxi, la rivière Anana, où l'équipe du CIMI Nord 1 responsable pour les municipalités de Borba et Otazes travaille également à la défense des droits territoriaux du peuple Maragua, dont les terres ne sont pas non plus reconnues. Au cours de ces mois, une série de faits violents ont coûté la vie à des populations autochtones et riveraines dans une action qui a impliqué la police militaire de l'État d'Amazonas et qui a répandu la peur et l'indignation parmi les communautés, caractérisant une des situations de plus grande violation de droits humains des derniers temps au Brésil. Une personne missionnaire de l'équipe CIMI s'est rendue dans la région et est restée plusieurs semaines pour prendre des dépositions et suivre les moments les plus tendus du conflit. Actuellement, les 2 autres missionnaires de l'équipe sont également dans la région pour offrir un soutien psychologique et renforcer la communauté en attendant que les enquêtes progressent et que les crimes soient établis. Encore une fois, notre gratitude, un gros câlin à toute la famille de développement et paix.
Aqui quem fala é o cacique Fábio Tato, da aldeia São Félix, município de Altazes, Amazonas, da etnia Mura. Eu venho através desse áudio agradecer a Caritas do Canadá pelo apoio e parceria dada ao nosso povo nessa pandemia, né, e na questão mineração, questão invasão de búfalo. Agradecer mesmo, muito obrigado mesmo pelo seu apoio e essa parceria ao nosso povo. Estamos toda a aldeia agradecido por essa força e essa parceria. Muito obrigado mesmo. Aqui quem fala é o cacique. Et voici un témoignage écrit que nous avons reçu de la sœur Jean Bellini, qui est une missionnaire états-unienne qui vit au Brésil depuis des décennies. Il travaille au sein de la CPT, notre partenaire historique, la Commission pastorale de la Terre. Elle est venue déjà, c'était quand donc? L'année dernière. Et c'est une grande défenseuse des droits des peuples ruraux au Brésil. Au nom des communautés de seringueiros, travailleurs qui récoltent le caoutchouc de façon artisanale de la région de Machadinho d'Ouest et de la Commission pastorale de la Terre, CPT, qui les accompagne, je viens remercier les personnes, les paroisses et les diocèses qui ont contribué à la campagne. Leurs contributions ont rendu possible la continuité des projets entre Développement et Paix et la CPT, le CIMI et d'autres entités au Brésil qui travaillent ensemble avec les peuples autochtones et d'autres peuples et communautés traditionnelles. Le peuple Mura, dont les communautés ont été englobées par l'expansion urbaine de la ville de Manaus et que vous avez rencontré au cours de la campagne, continue de faire face à des invasions de son territoire. Les communautés traditionnelles de seringueiros de la région de Machadinho d'Ouest, dans les États de Rondônia, Acre et dans le sud de l'Amazonas, ont rencontré de nombreuses difficultés car en plus des conflits territoriaux, avec l'avancée de la pandémie, elles ne peuvent pas vendre le produit de leur travail, le latex, car elles ne vont pas dans les villes pour éviter la contagion. Et les acheteurs ne se rendent pas dans les communautés pour en acheter. En conséquence, de nombreuses familles manquent même de nourriture, car sans vendre leurs produits, elles ne peuvent acheter de nourriture. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre contribution, car outre l'aide concrète qui fait la différence, la solidarité du peuple canadien avec les ruraux du Brésil nous encourage à continuer à relever les défis qui se présentent à nous. Merci beaucoup, Anne-Catherine, et j'aimerais vraiment, de la part de tout le monde, te remercier d'avoir recueilli ces témoignages. Je sais que ça a été très difficile. Je sais qu'on a eu un petit moment de panique, mais bon, évidemment, tout se règle, tout s'est réglé. Mais je pense au niveau, puis c'est correct. Mais c'est la vie, mais aussi c'est de reconnaître que ces communautés-là vivent des moments très extrêmes et ça a été très difficile pour eux de soumettre leurs témoignages. On en est tellement reconnaissants. Ces messages, j'en pleurais, ces messages sont tellement précieux. C'est important d'entendre ces messages de solidarité, c'est vraiment réciproque. Et puis, je pense que ça solidifie notre solidarité continue avec les Mura, avec les Seringueiros, avec toutes les communautés autochtones au Brésil en ce moment qui souffrent de cette exploitation minière, des buffalo, etc. Alors, je te remercie, Anne-Catherine. S'il vous plaît, si tu peux partager notre gratitude à toutes ces personnes et ces communautés qui ont partagé des témoignages, ça serait grandement apprécié. Donc, il me fait grand plaisir de vous présenter notre première invitée spéciale, Sœur Mariangel Marco Teja. Née en Asturie, en Espagne, Sœur Mariangel est membre de la congrégation des Ursulines. Elle possède un diplôme en géographie et en histoire. Dans ses rôles tant professionnels que bénévoles, son ministère a toujours été lié au monde des droits humains. De septembre 2013 à avril 2019, elle a vécu en Équateur où elle s'est jointe au REPAM, le réseau ecclésiastique panamazonien.
En mai 2016, elle a participé à la première école de promotion des droits humains du REPAM. Elle a également joué un rôle dans le processus consultatif pour le synode panamazonien organisé par le Vatican en octobre 2019. Sœur Marie-Angèle a accompagné le peuple Tundaime, un village dans l'Amazone équatorienne, affecté par les opérations d'une mine à ciel ouvert. Elle a mené un travail ardu afin de souligner les luttes des populations et les pratiques douteuses des compagnies minières, ainsi que leur mépris des droits humains. Sœur Marie-Angèle, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour la possibilité. Je suis très contente de pouvoir être avec vous et un grand remerciement du développement EP, vraiment, parce que j'ai profité quand j'étais en Équateur de votre aide. Vraiment, je suis contente de pouvoir vous remercier personnellement maintenant. So, de suivant plus, j'ai vécu 6 années en Équateur, les 3 dernières en faisant partie du REPAM, le réseau ecclésial panamazonien. Et j'ai participé, c'est-à-dire, à la première école sur les droits humains du REPAM, avril-mai 2016. Jeremias Oliveira a participé à la seconde. Depuis ce moment-là, jusqu'à mon départ pour le Canada, j'ai accompagné la communauté de Tundaime, affectée par une mine à ciel ouvert. Le suivant, Tundaime est un village rural amazonien à Zamora Chinchipe, au sud de l'Équateur, dans la cordillera del Cóndor. Un lieu remarquable par sa biodiversité et qui est la région où l'endémisme est le plus élevé du monde. Suivant, en 2000, année de la grande crise économique en Équateur, quand ils ont changé leur devise pour le dollar, la société Corriente Resources, une société canadienne, est arrivée dans cette région. C'est une entreprise junior. Celle-ci se caractérise par un manque de possibilités d'exploitation, mais elle enquête sur les champs rentables et mène des politiques d'appropriation des terres, puis vend ses packs d'actions boursières à de grandes entreprises qui disposent d'un capital suffisant pour exploiter les ressources trouvées, obtenant d'émergents bénéficiaires de plusieurs millions. Depuis 2000, pendant 10 années, la société canadienne a mené un processus de dépossession des terres, obtenant les terres des populations locales de manière trompeuse et abusive. Avec l'opération Corriente Resources, la Canadian Enterprise, a gagné des millions. Leurs méthodes faites de camouflage, évaluation injuste et inégalité de traitement sont notées dans le rapport du contrôleur général de l'État de l'Équateur en septembre 2013. Il s'agit d'un comportement très contraire à l'éthique pour une entreprise canadienne et pas si exceptionnel. Les entreprises profitent des temps de crise pour en tirer profit. En cachant son véritable objectif, parce que jamais dit que c'est pour une minière, l'entreprise canadienne n'a pas mis en œuvre, évidemment, le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones locaux. Car pour éviter cela, le Canada n'a pas signé la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail et aussi le Canada n'a pas adopté ses lois à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée pour les Nations Unies en 2007. En 2006, une société chinoise de capital mixte, public et privé, très grand capital, a acquis les actions de Corrientes. Maintenant, une mine à ciel ouvert de cuivre et d'or est en exploitation.
suivant. Dans les années qui ont suivi le départ de l'entreprise canadienne, il a eu le meurtre d'un chef autochtone qui a défendu la terre, José Tendesa, en décembre 2014. L'expulsion de 32 familles pour la mesure administrative de servitude mineure et un bordel créé avec un risque élevé de traite d'êtres humains. Les grossesses d'adolescents et la violence contre les femmes ont augmenté. De plus, en Amazonie, la population prend sa nourriture dans les fleuves, la pêche, et dans la terre et la forêt. Avec la dépossession des terres et la contamination de la rivière, il doit acheter la nourriture. Et la seule source de salaire est la mine. Maintenant, il travaille pour ceux qui les ont dépossédés de leurs terres. Ainsi, les populations locales ne sont pas pauvres, elles sont appauvries. L'accompagnement de Tundaime a couvert 3 dimensions, juridique, sociale et pastorale. Suivant. Je vais remarquer le niveau juridique. Suivant slide. Il y a d'autres. Dans le niveau juridique, je vais souligner la participation de la REPAN à la 161e période de session de la Commission interaméricaine des droits de l'homme en mars 2017 à Washington. La REPAN doit en profonde gratitude à Développement et Paix parce que votre aide économique a rendu possible la participation de 4 représentants de ces peuples indigènes dans cette session pour demander leurs droits. Tundaime est part de sa commission qui est allée à Washington et nous sommes dans les rapports de la Commission interaméricaine. Merci beaucoup. Sans votre aide économique, ce n'est pas possible de faire ça. Le peuple autochtone et amazonien ont besoin d'alliances à tous les niveaux, dans le nord du monde en particulier, puisque les grandes entreprises qui les exploitent ont leur siège ici. Merci à Développement et Paix pour être les voix de sans voix ici au Canada, mais aussi pour tisser des alliances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Marie-Angèle, pour ton témoignage. Je pense que c'est très important, comme je l'ai dit précédemment, d'entendre les voix des gens qui ont réellement vécu et vu de leurs yeux les périples et qui luttent à tous les jours pour la justice sociale. Merci pour ton partage. C'est très important pour nous comme Canadiens, Canadiennes, de témoigner et d'entendre ce qu'il se passe dans les communautés en Équateur. Donc, merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre deuxième invité spécial, Monseigneur Laliberté. Monseigneur Laliberté est un prêtre missionnaire, supérieur général de la Société des missions étrangères de la province du Québec. Il détient un baccalauréat en théologie, un diplôme en pédagogie ainsi qu'une maîtrise en sciences de la mission. L'engagement missionnaire est au cœur du cheminement de Monseigneur Laliberté. Avant même d'intégrer la Société des missions étrangères en 1990, il avait déjà œuvré 2 ans en Haïti. Il a travaillé comme animateur missionnaire auprès de jeunes Québécois. Ordonné prêtre le 29 octobre 1995, il a été envoyé comme missionnaire au Brésil, au sein de paroisses amazoniennes. À son retour au Canada en 2004, il s'est impliqué comme directeur au Centre international de formation missionnaire de sa communauté. À partir de 2008, il siégea au Conseil central de la Société des missions étrangères, d'abord comme vicaire général, puis comme supérieur général de 2013 à ce jour. Il a été nommé évêque auxiliaire
du diocèse de Québec le 25 novembre 2019. Monseigneur La Liberté, bienvenue et je vous passe la parole. Bonjour. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous pour partager un peu de mon expérience avec les communautés de l'Amazonie brésilienne. J'ai travaillé à peu près de 10 ans dans le diocèse de Coari, qui est le premier diocèse à l'ouest de la capitale de l'État d'Amazonas, qui est Manaus, la grande ville de Manaus, qui est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Mais moi, j'étais dans une zone très rurale et j'ai été curé pendant 8 ans d'une paroisse qui s'appelle Saint-Sébastien de Capiranga. Capiranga, qui est dans la langue Moura, justement, et qui veut dire feuille rouge. C'est des langues tupi-guarani qui ont tous les mêmes racines. Dans la petite ville où je travaillais, la paroisse où j'étais curé, j'avais à peu près 10 000 habitants, 4 000 dans la zone urbaine, alors une petite ville, et 6 000 habitants qui vivaient le long des rivières, qui étaient des riverains. C'est une zone où on a accès seulement en bateau. Alors, j'ai été pendant 8 ans curé de cette petite ville-là, où j'avais au-dessus d'une vingtaine de communautés dans les zones rurales à visiter. C'est une population qui est la population de ma paroisse, c'est une population métissée. J'avais des gens de l'ethnie Moura qui vivaient dans certaines des petites communautés, et j'avais des gens qui étaient métissés, descendants de seringueiros, parce que la majorité des gens qui sont allés vivre en Amazonie, c'était pour travailler dans le caoutchouc. Alors, la petite ville de Capiranga est une ville de seringueiros, où les seringueiros se sont, si on peut dire, mêlés aux Mouras pour former le peuple qui habite Capiranga. Alors, j'ai des petites communautés qui étaient des gens vraiment Mouras, et la plupart des autres étaient des gens des métis Mouras et des gens qui venaient du nord-est du Brésil. C'est des gens qui vivaient dans la zone rurale d'une agriculture de subsistance. La monoculture, souvent, production de manioc, pour la subsistance, pour la vente aussi. Une ville comme Manaus, de 2 millions d'habitants, vit de la production de ce qu'on appelle la farinha, qui est un élément essentiel de l'alimentation dans le nord du Brésil et en Amazonie particulièrement. Alors, les zones rurales produisent pour la ville, mais c'est beaucoup de l'agriculture de survie, monoculture, pêche de subsistance, parce qu'ils sont sur le bord des lacs, des rivières, alors pêche de subsistance. Dans le fond, une vie qui est très en symbiose avec la nature, et aussi un peuple qui, et c'était une caractéristique de ma région, il n'y avait pas de terre démarquée pour les Autochtones. Alors, les Mouras qui habitaient sur le territoire n'étaient pas considérés comme des Autochtones parce qu'ils ne vivaient pas sur un territoire démarqué. Alors, il n'y avait aucune protection pour leurs terres. Parce que ça, c'est une grande lutte aussi au Brésil, que des territoires soient démarqués pour les Autochtones, pas pour les parquer dans des réserves, comme on pourrait dire, ou qui est un langage, excusez mon langage, mais les contenir, mais c'est une façon de protéger aussi sur un grand territoire leur mode de vie traditionnel. Et puis ceux qui vivaient dans ma région n'étaient pas dans des terres démarquées comme ça. Alors, ils n'avaient aucune protection de la part du gouvernement pour leur mode de vie traditionnel. Ces gens-là rencontrent des grands défis, que ce soit les Autochtones Mouras ou simplement les petits agriculteurs qui vivent sur le long des rivières d'un mode de vie traditionnel, hérité la plupart du temps de la culture autochtone. Et ils vivent ça à différents niveaux, parce que ce qui se passe avec les seringueiros ou les Mouras qui sont appuyés par le projet de développement épais cette année, se reproduit et se multiplie à je ne sais pas combien d'exemplaires dans toutes les petites communautés rurales du Brésil. Comme je disais, c'est des gens qui vivent d'agriculture, mais une agriculture de subsistance. Ils exploitent un petit lopin de terre pendant un temps. Quand cette terre-là, ils sentent qu'ils doivent passer à un autre lopin de terre pour la faire reposer, alors ils la laissent en jachère durant quelques années pour permettre à la terre de se refaire. Et ils vont faire de l'agriculture sur une autre partie de terrain. C'est des gens qui exploitent la forêt, mais
pour se construire des maisons, pour construire leurs canaux, leurs bateaux. Mais il n'y a pas de grande exploitation forestière par ces gens-là. C'est des gens qui vivent de la pêche, une pêche de subsistance, mais ce n'est pas une pêche commerciale très développée. Et voilà que leur mode de vie traditionnel est menacé. Anne-Catherine nous a parlé de tous les défis, de toute la situation politique et toutes les ramifications que ça peut avoir. Eh bien, ça, on le vivait au jour le jour, nous, dans la peau, en travaillant avec les gens sur des petites communautés rurales au jour le jour. Ils essaient de garder un petit lopin de terre, de bien l'entretenir, de laisser l'autre partie en jachère pour que la forêt reprenne et puis qu'ils puissent avoir toujours des ressources. Mais voilà que les mesures du gouvernement ces dernières années, mais ce n'est pas nouveau, promeuvent une exploitation à grande échelle de l'agroalimentaire. Alors, leurs terres sont envahies. Ils se sentent démunis devant cette lutte, devant les grands producteurs qui viennent pour l'élevage, qui brûlent des terres, qui font de la déforestation à grande échelle et qui finissent par tuer la terre. Alors, ils sont pris là-dedans. Comment résister à ça? Ils essaient de respecter la nature, couper quelques arbres, oui, pour leur maison, pour une exploitation quotidienne, pour leur vie quotidienne. Et puis, voilà que des grandes compagnies forestières viennent et entrent et coupent les forêts. Ils essaient de vivre de la pêche de subsistance, de la pêche de survie pour la consommation personnelle, vendre quelques poissons. Et voilà que des bateaux de pêche rentrent avec des chalutiers qui raclent le fond des lacs et exploitent et vident les lacs de leurs moyens de subsistance parce qu'ils partent avec tous les poissons. Voilà que des compagnies minières s'installent et surtout dans le coin chez nous, c'était surtout ce qu'on appelle les garimpos, les garimperos, ceux qui viennent pour exploiter les mines d'or, des mines à ciel ouvert, des mines d'or et puis ils en viennent avec, il y a du mercure qui se retrouve dans l'eau, la situation de la salubrité de l'eau est en jeu et puis les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des maladies liées au mercure dans l'eau. Alors toutes ces situations-là que vivent les Muras, que vivent les Seringueiros appuyés par développement épaisse se multiplient à je ne sais pas combien d'exemples dans toute l'Amazonie. Alors on essayait nous d'accompagner ces gens-là et c'est important parce que c'est des situations tellement compliquées. J'ai un ami avec qui j'ai été manger juste avant qu'on se fasse fermer les restaurants cette semaine, qui arrivait du Brésil qui est revenu du Brésil au mois d'août. Il travaille dans l'État au nord de l'État d'Amazonas, l'État de Roraima. Il travaille avec les peuples autochtones et il expliquait comment la situation avec le nouveau gouvernement depuis 2-3 ans, ça se détériore encore plus parce que l'exploitation effrénée en vient à détruire le mode de vie traditionnel des gens qui sont là. Alors, c'est toutes ces situations-là qui sont très difficiles à accompagner. La Commission de la pastorale de la terre, la CPT, le CIMI, le Conseil indigène missionnaire au Brésil, fait un grand travail pour essayer avec les gens de lutter pour les droits, mais je pense que notre appui international est important pour mettre de la pression sur le gouvernement. Il y a un texte de la Bible qui dit « Est-ce que je suis le gardien de mon frère? » Caïn et Abel. Oui, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma sœur. Parce que ce qui se passe chez eux me touche aussi. Mais il ne faut pas le faire parce que ça me touche, parce que ça a des répercussions pour moi. Il faut le faire par solidarité pour ces gens-là, parce qu'ils ont vraiment besoin. Leur mode de vie, tant au point de vue social, culturel, spirituel, au niveau de leur symbiose avec la nature est menacé. Et comme solidarité, comme frères et sœurs en humanité, on a une responsabilité envers eux. Et on sait aussi que ça a des répercussions sur nous parce que la région amazonienne a est importante pour le bien-être de la planète en général, mais il faut d'abord le faire parce qu'on a des frères et des sœurs et une nature qui sont menacés là-bas. Pas parce que ça nous intéresse, nous, parce que ça nous touche, nous, en premier lieu, mais parce que ce sont des frères et des sœurs. Et on peut dire, par la bande, ça nous concerne aussi parce que cette région-là ce qui se passe là peut affecter notre vie à nous aussi. Alors, demandons vraiment gardons cette solidarité avec ses frères et ses sœurs. Et j'aimerais terminer peut-être, il y a des gens du Brésil qui nous écoutent, aussi un message qui s'envoie. Para dizer a vocês, irmãos e irmãs do Brasil, que estamos com vocês, vamos continuar nessa solidariedade com vocês, para que possamos juntos tentar arreglar essa situação, sair dessa,
para que seus direitos sejam protegidos e reconhecidos pelas autoridades do seu país. Alors, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monseigneur La Liberté, et aussi à la sœur Marie-Angèle. C'est vraiment fascinant de vous écouter. Je suis vraiment impressionnée par vos expériences sur le terrain et je suis très, très contente que vous êtes ici au Canada maintenant pour nous partager vos expériences. Maintenant, j'ai le plaisir de vous partager un peu les actions de plaidoyer qu'on va faire parce que après avoir écouté tous ces témoignages émouvants, puissants, qui montrent vraiment le courage des communautés eux-mêmes et aussi des missionnaires qui les accompagnent, il faut faire quelque chose. Ça prend de l'action. Comme je vous ai dit avant, on a réussi à ramasser 65 000 signatures et avec ça, on va pouvoir faire du plaidoyer. Je veux juste vous rappeler de ce qu'on a fait depuis 1 an. Avec la pandémie, des fois, on oublie que la vie était normale avant, qu'on faisait nos campagnes normalement. Et tu sais, il y a 1 an, on avait lancé la campagne avec une fiche thématique que vous voyez ici. Et vous voyez aussi notre guide électoral qu'on a utilisé pour discuter avec nos candidats au niveau local pour les députés, pour l'élection pour les députés fédéraux. Et vous voyez aussi la lettre de solidarité et aussi une pétition. J'irai à la prochaine diapo, s'il te plaît, Marilyn. Et maintenant, on peut regarder les dates clés de la campagne. Alors, on avait lancé la campagne en septembre avec la saison de la création. Il y avait le sommet d'action climat de l'ONU à New York. Nous, ici à Montréal et dans les pays à travers, les villes à travers le Canada et dans les pays à travers le monde, on a fait une grève pour le climat. On a marché avec Greta Thunberg. Le 27 septembre, c'était la plus grande marche jamais à Montréal avec Greta en présence. C'était suivi 2 semaines plus tard par le synode sur l'Amazonie à Rome. Et en même temps que le synode se passait, on avait nos élections fédérales ici. Et c'était suivi par le COP25, la grande rencontre des décideurs et décideuses de partout au monde qui était supposé de se rencontrer au Chili, mais en fait, c'était à Madrid. Alors, on parlait du climat, on essayait d'avancer sur des ententes internationales. C'était pas vraiment un succès, je dirais. Pendant tout l'hiver, on a rencontré nos nouveaux députés fédéraux et fédéraux qui ont été élus dans nos comtés. Il y a eu plusieurs rencontres entre nos membres et leurs nouveaux députés ou leurs députés qui ont été réélus. En février-mars, il y a eu le carême de partage sous le thème de notre maison commune. Puis en mai, on a fêté le 5e anniversaire de Laudato Si', un encyclique tellement important pour les enjeux qu'on discute aujourd'hui. Et on avait 2 activités qui ont été annulées. Alors, comme Selena nous a raconté, il y avait la délégation jeunesse au Brésil, mais aussi il y avait une délégation de peuples autochtones, des Moura et d'autres peuples autochtones brésiliens qui allaient nous rencontrer à New York pour participer au Forum permanent sur les droits des peuples autochtones. Ça, c'était supposé de se passer en avril. Alors, ça aussi a été annulé, puis ça aurait été un grand moment de plaidoyer où on aurait pu parler des enjeux auxquels les communautés font face.
Mais on tient beaucoup à ce projet-là avec Anne-Catherine et on tient à le faire dès que le forum permanent, dès que les nouvelles dates du forum permanent à New York seront annoncées, peut-être en automne 2021. Alors ça, c'est juste pour nous rappeler de toutes les activités qu'on a faites. Maintenant, on peut aller au prochain diapo. Alors maintenant, après tout ce travail-là, on a ces lettres signées. Alors, avec ce chiffre-là, 65 000, et peut-être on va monter parce qu'on continue de recevoir des signatures. On va écrire des lettres et demander des rencontres avec plusieurs joueurs. Prochain diapo. C'est avec plusieurs décideurs. Alors, des décideurs gouvernementaux, mais aussi des compagnies minières. Alors, on va écrire des lettres et demander des rencontres avec Brazil Potash, une compagnie canadienne qui est subventionnée par la compagnie d'investissement Forbes and Manhattan. Les deux sont basés à Toronto et c'est cette compagnie-là qui menace la communauté Moura avec un projet de mine. Et jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des succès qui ont été mentionnés par Edina, qui on a entendu, mais il faut que les Mura continuent de lutter pour essayer d'assurer que leurs terres vont être protégées et pas détruites par cette grande mine. Évidemment, aussi, on veut mettre de la pression sur nos décideurs. Alors, on va écrire des lettres à l'ambassade canadienne au Brésil parce que le gouvernement canadien s'est engagé à protéger les défenseurs de droits humains. Et comme on a vu dans les témoignages, les défenseurs de droits humains en Amazonie sont très, très vulnérables. Ils vivent de la violence. Ils sont à risque de mourir pour leur défense, leur territoire. Alors, on va demander à l'ambassade canadienne au Brésil de surveiller ces défenseurs et d'assurer qu'ils sont sécuritaires. On va aussi écrire à l'ambassade brésilienne à Ottawa pour partager le fait que les Canadiens, avec les décideurs brésiliens, pour leur dire que les Canadiens sont au courant de ce qui se passe au Brésil. Nous sommes conscients, nous sommes solidaires, nous n'allons pas tolérer ces actions. Prochain diapo, Marie-Hélène. Alors, je vais passer la parole maintenant à Janelle pour nous parler de notre campagne maintenant. Merci, Ilana. Est-ce que vous me voyez? J'ai perdu... Oui. OK, c'est beau. Semblerait-il que la vue a changé sur mon écran. Donc, notre campagne cette année, malgré la promesse l'an passé qu'on allait faire la campagne pour notre maison commune pendant 2 ans, évidemment, la COVID-19 a tout chamboulé et cet été, l'équipe de développement épais a pris la décision de lancer une nouvelle campagne, Se rétablir ensemble. C'est une campagne qui sera différente étant donné les différents niveaux de cas de COVID-19 à travers le pays. On le sait que cette campagne sera animée virtuellement, dont ce webinaire et des ateliers qui seront animés par vos animateurs régionaux. Donc, cette campagne est non seulement une campagne pour mettre en profil nos partenaires qui ont dû vraiment faire un 180 et ont dû changer leur projet pour pouvoir réagir et répondre aux besoins de leur communauté face à la COVID-19. Donc, si vous allez à notre site web, on a plusieurs articles qui portent sur les projets
qui ont permis à nos partenaires, certains, c'est des articles au sujet de la résilience de nos partenaires, et d'autres, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour changer leur projet pour desservir les communautés vulnérables. Et d'une autre part, c'est aussi, on n'a vraiment pas l'habitude de faire une campagne de financement, une collecte de fonds. À l'automne, on est tellement plus habitués et à l'aise de faire une campagne d'action et de plaidoyer cet automne. Mais selon les diocèses, c'est aussi une reprise de collecte qui nous permet d'aller amasser des fonds qu'on n'a pas pu aller amasser lorsque la crise de cette pandémie nous a frappé 2 semaines avant le carême de partage. Donc, je vous encourage d'être aux aguets des ateliers qui vont se dérouler dans vos diocèses, virtuellement pour la majorité, si pas l'entièreté de nos ateliers. Malgré le fait qu'on a quand même changé un peu notre focus, le thème, se rétablir ensemble, c'est aussi au sujet d'une juste relance. Et une partie de cette juste relance porte sur une relance qui considère tous les enjeux environnementaux depuis, certainement chez les catholiques, depuis le lancement de Laudato Si. On porte beaucoup plus d'attention sur les enjeux environnementaux, sur le fait que nous sommes tous interreliés, l'impact personnel que j'ai sur une personne à l'autre bout du monde, et que les communautés les plus appauvries sont souvent celles qui souffrent davantage, tandis que c'est nous, dans les pays du Nord, qui créons ces changements climatiques. Donc, pour continuer sur le thème de notre maison commune, on s'est joint à une initiative écuménique pour l'amour de la création. Et cette initiative, et il y a plusieurs organismes, dont Développement et Paix, et plusieurs autres églises, les Anglicans, les Ménonites, etc. Nous avons aussi Kairos, qui en fait partie, a lancé une pétition sur cette juste relance et qui explique qu'on a besoin vraiment d'investir au niveau des changements climatiques. Donc, il y a une pétition, je crois qu'on va vous la partager dans le chat, qui sera clos dans quelques jours, le 6 octobre, et sera présentée dans la Maison des communes. Donc, on vous encourage fortement de signer cette pétition. Merci, super Elena, de l'avoir mis dans le chat. Donc, on vous encourage fortement de participer à notre nouvelle campagne. Il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas pouvoir passer à travers le tout. Mais n'oubliez pas, il y a quelques semaines, nous avons eu le lancement de la campagne Se rétablir ensemble. Ce webinaire est maintenant disponible sur notre page YouTube, donc vous êtes les bienvenus d'aller le visionner. Si vous voulez entendre le partage entre autres d'Anne-Catherine Kennedy en anglais, si vous pouvez comprendre l'anglais, je vous encourage fortement d'aller écouter. Anne-Catherine a eu la chance de parler beaucoup plus longuement au sujet des périples en Amazonie et ce qui est au niveau politique, au niveau social, etc. Donc, on vous encourage de retourner sur notre page YouTube pour aller voir le lancement de la campagne. En français, pour ceux qui l'auraient manqué, on avait Normand Comte qui a partagé ce que font nos partenaires en Équateur. Donc, je crois qu'on est rendu à la fin de notre webinaire, à la période de questions. Nous avons environ une vingtaine de minutes pour ceux et celles qui voudraient poser des questions. J'ai déjà une première question dans notre
questions-réponses, mais sentez-vous libre de poser vos questions par écrit et ensuite, à fur et à mesure, on va pouvoir les répondre. Si tout d'un coup, on a beaucoup trop de questions, on n'est pas capable de les répondre, on espère le faire quand même dans les jours à venir sous une différente forme. Donc, je vais poser la première question qui nous a été posée par Fernand Dumont. Bonjour Fernand, comment ça va? Je crois que cette question s'adresse surtout à, je pense qu'Anne-Catherine pourra la répondre. Et Fernand nous demande, depuis le début de la pandémie en Occident, en mars, nous remarquons que dans les bourses, le grand capital se porte très bien. Il n'y a pas eu de crash pour les entreprises géantes. L'argent imprimé à coups de milliards par nos gouvernements ne sert-il pas alors à s'approprier insidieusement des richesses de l'Amazonie? Rappelez-nous un peu l'époque des conquistadors européens d'il y a 500 ans et comment on assiste au même phénomène présentement. Et Elana aussi, si tu voudrais y répondre, mais je me demande si Anne-Catherine aurait de quoi à dire. Vous m'entendez? Oui, super. Oui, super. Ben, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça nous ramène à justement la campagne. Parce qu'on veut se remettre éventuellement de cette crise de la COVID, des effets négatifs sur la santé, sur les vies, les familles, les communautés, mais on ne veut pas retourner à avant. Puis je ne sais pas, j'imagine que vous avez sûrement vu sur Facebook ou ailleurs des mimes, des photos, des citations qui disaient ben, on est en train de vivre un deuil par rapport à notre vie, nos vies d'avant. On s'ennuie de pouvoir voir la famille, on s'ennuie de pouvoir sortir, on s'ennuie. Nous, on est retourné un peu dans un confinement dans certaines parties du Québec, à Montréal du moins, on peut pas vraiment sortir, on peut pas voir même la famille qui vit pas avec nous. On veut retourner à avant, mais en fait, on veut pas vraiment retourner à avant. C'est une opportunité pour faire les choses différemment. Donc, il faut vraiment se mobiliser pour que la relance se fasse en pensant à tout ce qui était mal fait avant et tout ce qu'on aimerait laisser. Et on veut repartir sur des nouvelles bases, si possible. On voudrait que ça soit, on voudrait avoir un relancement plus humain, plus durable, plus égalitaire, avec la justice sociale, avec des droits. On veut pas retourner à avant. Et c'est sûr que ben, les industries et l'élite et les grandes puissances de l'économie, mais c'est ça qu'ils souhaitent. Ils souhaitent évidemment qu'on reprenne comme avant. Puis en fait, sont plusieurs d'entre eux en train d'agir, en fait, comme s'ils n'ont jamais été obligés de s'arrêter. D'ailleurs, certains d'entre eux ont presque pas arrêté et ils voudraient retourner à comment c'était avant parce qu'ils étaient drôlement bien. Donc, nous, c'est un peu je pense que c'est notre devoir. Si on y croit vraiment, il faut dire que non, on n'était pas content, on n'était pas d'accord avec un paquet de choses avant. Et c'est une belle opportunité quand même pour ne pas dire que c'est pas désastreux. Oui, ça l'est et c'est terrible. Et le nombre de morts, c'est inacceptable. C'est des inégalités, c'est des violences qui font en sorte que les gens souffrent tant. Parce qu'on pense à l'économie, on pense à l'argent, mais il faut penser autrement. Et donc, quand on est dans des périodes de crise, ben, ça nous permet de oser penser différemment. On est déjà des paysagers, on est déjà en dehors de notre normal, donc on peut plus facilement imaginer quelque chose de différent, mais ce n'est pas les gouvernements qui vont le faire à notre place et c'est surtout pas les entreprises parce que eux, leur souhait, c'est un peu de retourner à comment c'était avant, c'était gérable, c'était bien pour eux. Ils font grosso modo dans la plupart des pays partie de la même classe sociale qui bénéficie des violences faites sur notre mère terre, notre maison commune et sur les peuples qui vivent dans les territoires ruraux et même urbains. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il ne faudrait vraiment pas permettre à la relance et tout l'argent et tout le financement public qu'on donne pour permettre de passer à travers cette crise, que ça nous mette en complicité et qu'on finance en fait le retour à ce qu'on avait avant. Merci Anne-Catherine. Oui, je pense que c'est très important. Et au fait, un autre élément, je pense, qui est revenu, entre autres, de ta part et de sœur Marie Hangel,
Angel, pardon, c'est tout cet aspect du consentement préalable, libre et éclairé. Pour moi, c'était un élément, je pense que c'est qu'on en entend parler, mais on ne sait pas ce que ça veut réellement dire. Et moi, ça a vraiment été plus concrétisé quand j'ai eu l'occasion de parler à des communautés autochtones au Brésil, parce qu'on a entendu le plaidoyer de ces communautés-là qui ont été si grandement affectées par les compagnies minières. Si vous connaissez probablement très bien Marie-Hélène Roy et moi étions dans un groupe de partage où quelqu'un s'est retourné vers nous et a dit qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Retournez chez vous et sortez vos compagnies minières canadiennes de chez nous. Je pense que c'était vraiment un appel pour nous de lutter pour que nos compagnies minières soient entre autres responsables. Et évidemment, en revenant au Canada, pour moi, là, ça m'a éclairé au fait que ça se passe aussi au Canada. Alors, je serais curieuse de savoir où est-ce qu'on en est au niveau brésilien quant au consentement préalable, libre et éclairé. Anne-Catherine, tu pourrais répondre, mais aussi sœur Marie-Angel, qui en a fait mention dans sa présentation. Je crois que la population canadienne doit de choisir de voir la réalité. C'est pourquoi les 70% des compagnies minières have des sièges ici au Canada. Non, pardon, c'est 50% de toutes les compagnies minières. Mais ici au Canada, 70 ne sont pas canadiens. Alors, on profite de venir ici pour profiter de la législation qui est très favorable pour les entreprises. Même les Chinois ont siégé ici. Mais pourquoi? Parce que le Canada n'a pas signé des grands international commitments. Alors, ne peut pas être dans le tribunal international parce qu'il n'a pas souligné. Par exemple, Tundaime, quand est passé tout ça, on essayait de venir ici pour demander. Et à ce moment, je ne me rappelle pas le nom, mais il n'y avait pas les ombudsperson. So, at the end, nothing, rien à faire. Maintenant, si l'ombudsperson nous réussit les possibilités vraiment de travailler libre, c'est une possibilité, unique au niveau international. Pourquoi le Canada n'est pas signé les grandes conventions internationales? Et comme ça, toutes les compagnies minières viennent ici pour profiter. Alors, on doit faire une bonne campagne ici, mais pour pousser le gouvernement. Hein. C'est la même, la autre part de la monnaie pour les indigènes ici au Canada. C'est le même processus pour ne pas avoir le compromis de respecter les droits des indigènes ici, dehors. Merci, sœur Marie-Angel. Tout à fait, on prend avantage du fait que c'est très facile de venir inscrire une compagnie minière ici au Canada et on utilise nos lois beaucoup trop laxes pour aller exploiter d'autres régions du monde. J'ai au fait, deux questions qui sont, disons, semblables, interreliées, adressées que j'aimerais poser à Lana.
Alors, il y a Ghislaine qui pose la question, est-ce que nos lettres signées pourraient être utilisées pour sensibiliser nos politiciens et nos compagnies minières à la situation des peuples autochtones de l'Amazonie? Et on a Michel Dubé qui pose la question, est-ce que des actions concrètes ont été posées par l'Ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises depuis sa nomination le 8 avril 2019? Donc, je passe la parole à Elana. Merci. Alors, la question de Ghislaine, oui, c'est exactement ça qu'on va faire. On va écrire des lettres de plaidoyer signées par le directeur général de développement épais qui indique que 65 000 Canadiens et Canadiennes surveillent ce qui se passe dans ces communautés, ne vont pas tolérer des violations des droits humains par les compagnies minières canadiennes. Alors, on va non seulement écrire cette lettre au gouvernement canadien, mais aussi on va l'envoyer à la compagnie minière pour montrer que nous surveillons leurs activités. Alors, je crois vraiment que ça va être une lettre puissante, puis on va vous partager la lettre dès que c'est envoyé et on va vous partager aussi les réponses des compagnies et du gouvernement canadien et aussi de l'ambassade brésilienne. Par rapport à l'Ombudsman, oui, nous suivons de très près les activités de la nouvelle personne, Sherry Meyerhofer. En ce moment, elle est en train de finaliser ses procédures. Nous regardons tout ça et nous voyons qu'elle n'a pas le mandat nécessaire. Elle n'a pas les pouvoirs nécessaires pour agir, pour avoir assuré l'accès à la justice. Elle est créée pour de la même façon que l'ancienne conseillère en responsabilité sociale des entreprises a été créée. Elle est une aviseur. Elle peut parler, elle peut questionner, mais elle n'a pas le droit de faire des enquêtes neutres. Elle peut juste essayer d'avoir la médiation entre les communautés et les compagnies minières. Et on le sait que c'est une bataille de David et en français, est-ce qu'on dit Goliath? C'est pas égal comme c'est une compagnie minière a l'argent, elle a les moyens. Les communautés sont vulnérables, ils vivent en pauvreté. Leurs droits, c'est très, très difficile d'assurer qu'ils sont respectés. Alors, c'est pas juste. Et l'ombudsperson qu'on a maintenant n'est pas efficace. Et dès cette semaine, on va vous annoncer un webinaire qui s'en vient, qui va vraiment vous donner toutes les informations sur la nouvelle ombudsperson et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant pour continuer de mettre cette pression sur le gouvernement canadien de remplir sa promesse et d'assurer qu'on a une ombudsperson qui a les pouvoirs pour assurer la justice. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Anne-Catherine. J'aimerais juste rajouter pour ceux qui savent peut-être pas comment ça se fait, comment on fait le plaidoyer, comment c'est organisé. Elana a bien expliqué, mais elle n'a pas quand même dit que c'est beaucoup de travail juste d'analyser le mandat qu'elle a. Puis on a fait partie du CNCA, le réseau, c'est comment l'acronyme en français, the Canadian Network for Corporate Accountability, le réseau canadien pour la responsabilité des entreprises. On fait partie de ce réseau-là et donc on contribue à faire l'analyse, par exemple, du mandat que cette femme a. Donc, ça a pris ça déjà pas mal de temps pour comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Puis, on a rédigé divers documents qui font une liste assez exhaustive de quel type de mandat elle devrait avoir. Donc, nous, on a tout fait déjà un travail préalable pour dire, mais en fait, le mandat qu'elle a, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Nous, ce qu'on a demandé, c'est très clair. On a une longue liste de choses qu'il faut absolument avoir pour que ce travail-là puisse se faire de façon indépendante et avec vraiment des pouvoirs. Et ce qu'on a, ça ne règle pas le problème. Donc, je voulais juste dire qu'il y a tout un travail de recherche
et de publication qui doit se faire avant qu'on puisse vraiment commencer à faire un travail de plaidoyer par rapport à la ombudsperson qui est visible. Mais ce travail-là, il est en train de se faire. Il est grandement déjà fait, n'est-ce pas, Elena? Merci, Anne-Catherine. Et peut-être pour continuer sur ce sujet, il y a une question posée par Pierre Gagné. Y a-t-il une stratégie pour alerter les médias sur la situation en Amazonie et l'inertie du gouvernement? Donc, Elena, peut-être tu peux adresser cela, renchérir un peu si on a une stratégie médiatique aussi. Pardon, Janelle, j'ai répondu à une question en tapant. Alors, c'est la question de qui? De Pierre Gagné, au sujet d'une stratégie médiatique, parce que semblerait-il qu'on voit beaucoup moins la situation en Amazonie dans les médias présentement. Évidemment, c'est COVID, mais et aussi au niveau de l'inertie du gouvernement, que ce soit notre gouvernement ou le gouvernement de Bolsonaro, je sais pas lequel, mais je pense qu'on serait curieux de savoir si on a une stratégie de communication. Tout à fait. Alors, dès qu'on envoie ces lettres, on va aussi faire un communiqué de presse qui annonce qu'on envoie ces lettres. Alors, en faisant ça, on annonce aux médias que les compagnies ne peuvent pas se cacher, même s'ils sont au centre du forêt amazonien. Les Canadiens sont au courant et malheureusement, la compagnie Potasse de Brésil est une compagnie privée qui n'a pas des investisseurs individuels. Alors, on ne peut pas mettre la pression sur eux de cette façon-là, mais on peut mettre la pression sur de la pression publique, alors la pression médiatique et aussi la pression du gouvernement. Alors, vous avez vraiment raison, Pierre, que c'est important d'assurer qu'on attire l'attention des médias sur cet enjeu-là et c'est sûr que notre équipe de communication va travailler là-dessus. Merci, Elena. C'est une question pour Sœur Marie-Angèle et Monseigneur La Liberté. Quel lien faites-vous entre les luttes autochtones au Brésil et au Canada? Je peux essayer de répondre un peu, même si ça peut être limité. Alors, si on peut me donner la parole, oui, ça va? Absolument, allez-y. Bon, d'accord. C'est une question assez compliquée. Des liens, il y en a. Moi, je trouve que une grande question se trouve au niveau de la reconnaissance. Et puis ça, c'est qu'on soit ici au Canada ou qu'on soit au Brésil ou ailleurs en Amérique latine, c'est la question de la reconnaissance et de la préservation des modes de vie, de la culture de ces peuples-là, langue, spiritualité, mode de vie traditionnel, communautaire. Et puis ça, c'est important. On a parlé aussi, par exemple, des projets qui se font sans le consentement où on leur a été imposé. Et la situation du Canada et du Brésil est différente dans un sens. On a parlé des terres démarquées ou des réserves. L'intention en arrière est la même, de ne pas démarquer des terres ou d'avoir des réserves. C'est des questions de contrôle par le gouvernement. On prend le mode inverse. Au Canada, ici, on a confiné souvent dans des réserves pour pouvoir exploiter ce qu'il y avait autour et puis contrôler des peuples autochtones d'une certaine façon. Au Brésil, on décide de ne pas démarquer des terres pour justement ne pas avoir à leur donner des droits qu'ils auraient droit à l'intérieur de terres démarquées. C'est le processus inverse, mais avec la même finalité, qui est de pouvoir s'approprier le territoire autour et contrôler d'une certaine façon et ne pas donner de reconnaissance à ces peuples-là. Ne pas démarquer la terre au Brésil, c'est ne pas donner de reconnaissance. Encadrer les peuples autochtones dans une réserve ici, c'est les confiner à un mode de vie qui leur fait perdre un peu leurs racines et leur mode traditionnel. Alors, il y a tout ça qui est en jeu là-dedans. Mais moi, je pense que la grande lutte, c'est la question de la reconnaissance du droit à vivre selon son mode de vie
d'avoir une reconnaissance de sa spiritualité, de sa culture, de sa langue. Alors, je pense que c'est deux processus inverses, mais avec la même finalité. Et il y a la question du racisme. Avec la reconnaissance, il y a la question du racisme aussi. Et puis ça, on ne peut pas l'éviter, tant au Brésil qu'au Canada. Et elle s'élargit, bon, au peuple autochtone, mais là, elle s'élargit à une communauté qui ne reconnaît pas le droit de l'autre. Et ça, c'est au Brésil, c'est ici, que ce soit envers les Autochtones ou envers d'autres minorités. Mais la question du racisme est sous-entendue aussi. Alors moi, c'est ce que je peux répondre là, à mon niveau à cette question. Oui, allez-y, sœur Marie-Angèle. Je suis très contente d'écouter Monseigneur Martin. Parfait. Je suis part de la Sacré-Cœur of First People Parish here in Edmonton. C'est une paroisse indigène. Vraiment, nous sommes quelques paroissiens non indigènes, mais vraiment, nous avons des indigènes parmi nous. Quand nous faisons la campagne en mars, et nous recueillons des signatures, nous faisons des liens. Les complètes visions, c'est les indigènes, c'est les mêmes, ici en Équateur. Et les problèmes, les mêmes. Bien sûr que dans un autre moment historique, parce que la colonisation a été, avec les caractéristiques là et ici, mais c'est les mêmes. Les non-reconnaissance de peuple autonome dans un value tous les niveaux. Et la question clé est de l'âme, la terre. Une solution ici a été les réserves, mais c'est une mauvaise solution. Et comme l'évêque Martin sait, là, c'est une autre manière, mais pour faire le même. Alors, les grandes visions, c'est nous avons les mêmes problèmes. Merci beaucoup, Monseigneur La Liberté, sœur Marie-Angèle. Je pense que c'est très important de reconnaître les différents peuples, qu'ils soient ici au Canada ou au Brésil. C'est moi, comme femme métisse, de me faire reconnaître et de me faire aussi accepter telle que je suis. Je pense que c'est très important. On a énormément de travail à faire. Et on a énormément de conscientisation à faire. Mais c'est sûr et certain, moi, je l'ai vécu profondément quand je suis allée au Brésil. Un lien inexplicable et un peu, j'avais une certaine complicité avec les autres peuples autochtones parce qu'on se comprenait simplement du fait qu'on s'identifie comme autochtones. Au fait, on parle des peuples autochtones ici au Canada, au Brésil, en Équateur. Quelqu'un pose la question, avons-nous des nouvelles aussi de l'Amazonie péruvienne? Anne-Catherine, peut-être, avons-nous des nouvelles? L'Amazonie, évidemment, la grande partie de l'Amazonie est sur le territoire brésilien, mais on sait que ça couvre 9 pays. Donc, avons-nous des nouvelles ailleurs? Parce qu'on sait très bien que les problèmes ne sont pas uniquement localisés au Brésil, mais qu'ils se trouvent ailleurs. J'ai pas spécifiquement des nouvelles à partager par rapport à une communauté spécifique ou une organisation spécifique, mais c'est sûr que ce qui se passe au Brésil, ça se vit quand même de façon générale en Amazonie. Le même modèle néolibéral, néo-extractiviste est en œuvre sur tout le territoire brésilien et il y a d'énormes pressions de l'intérieur de ces pays qui ont une partie de l'Amazonie et des pays voisins et de l'extérieur pour prendre ces ressources. Donc, j'ai pas de détails spécifiques, mais c'est beaucoup la même chose. Quand on parlait, par exemple, mais là, c'est pas spécifiquement encore le Pérou, mais quand on parlait des incendies au Brésil, ben, il y en avait énormément aussi en Bolivie. On en parlait peut-être un peu moins ou peut-être beaucoup moins, mais c'est à peu près le même type de scénario. C'est les fazenderos, c'est les grands propriétaires terriens qui veulent déchiffrer, donc on coupe, et après ça, on met le feu quand ça sèche. C'est le même type de mécanisme qui s'applique à travers ce territoire-là, parce qu'il y a énormément de ressources et il y a un système en place qui
qui existent pour prendre ces ressources-là et en faire du profit. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Et au fait, je vois beaucoup de questions, beaucoup de commentaires au niveau d'une prochaine campagne qu'on pourrait possiblement entamer dans les années à venir, parce que semblerait-il que c'est un sujet très pertinent qui continue malheureusement, mais c'est d'encourager le gouvernement canadien de signer les différentes conventions, dont la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Sœur Marie-Angèle mentionne le fait que le Canada est un des 4 signataires, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Australie, qui n'a pas signé cette déclaration en 2007. Au fait, cette déclaration a pris 25 ans à écrire, juste simplement à écrire et à se faire adopter. Donc, ça nous donne des idées. Évidemment, c'est quelque chose dont j'ai l'impression que ça tient à cœur, ça nous tient à cœur énormément, les membres. Et qu'on devrait vraiment mettre des pressions sur le gouvernement canadien pour signer des ententes internationales qu'on n'a encore pas signées et qu'on devrait certainement adopter ici au Canada. Elana, qu'en penses-tu? Oui, et je veux vous dire que déjà, on a une pétition parlementaire là-dessus qu'on a circulée tantôt. C'est la pétition qui a 4 demandes, qui demandent que le Canada respecte ses engagements au niveau du climat, des changements climatiques, et que le Canada soit plus généreux en termes d'assistance internationale, et aussi qu'on annule les dettes des pays les plus pauvres du monde pour assurer que ces pays-là puissent répondre aux besoins de santé et d'éducation de leur population. Mais aussi, il y a la demande qu'on respecte les droits des peuples autochtones. Et ça veut dire la mise en œuvre complète de la Déclaration internationale des droits des peuples autochtones. Alors, on va continuer. Cette pétition, ça finit le 6 octobre, alors très, très bientôt, dans 3 jours. Mais c'est pas trop tard de le signer. Et c'est sûr que ça va être une grande action de notre campagne cette année, d'assurer que les populations les plus vulnérables qui sont affectés par la pandémie aient les droits qu'ils ont besoin pour pouvoir y répondre et pour être résilients à tous les défis auxquels ils font face. Merci, Elana. Et sur ça, je pense que c'est un appel à tous. Allez signer la pétition. Alors, cela conclut notre webinaire. J'aimerais prendre cette occasion pour remercier nos panélistes, Sœur Marie-Angèle. Pardon, l'espagnol sera la prochaine langue que je vais apprendre, l'espagnol, le portugais. Mais Sœur Marie-Angèle, je vous remercie énormément du fond de mon cœur. Et pareillement pour Monseigneur La Liberté, qui s'est ajouté, votre présence est très appréciée, votre témoignage vraiment de cœur a été grandement apprécié par nos membres. Je voulais aussi remercier les membres du personnel de développement et paix, ceux en arrière-scène et ceux en avant-scène qui ont contribué à ce webinaire. Et finalement, à vous tous, chers membres de développement et paix, sans vous, on n'aurait jamais pu poser 16 actions, on n'aurait jamais pu récolter plus de 65 000 lettres de solidarité, signatures pour de lettres de solidarité. Et on vous encourage à participer dans cette campagne virtuelle, se rétablir ensemble. Je pense que c'est très clair qu'on est d'un bout à l'autre du pays, on est liés et d'un coin du monde à l'autre, on est certainement liés avec nos frères et nos sœurs partout dans le monde. Donc, pour conclure, on aimerait terminer avec une prière. Dieu créateur, permets à mes oreilles d'entendre le cri de la terre, les voix de mes sœurs et frères,
ceux qui font face à la dure réalité du changement climatique. Permets à mes yeux de voir la beauté de la création dans les fleurs, les créatures, les forêts et les villes. Permets à ma voix de s'exprimer pour la justice et de faire en sorte que les personnes vivant dans la pauvreté soient entendues. Permets à mes mains de prendre soin de la terre, de travailler, de récolter, de célébrer. Permets à mes pieds de prendre le chemin le moins fréquenté, d'aller un pas plus loin et de marcher légèrement sur la terre afin de ne pas nuire à la création. Alors que nous avançons avec joie et solidarité dans nos cœurs, accompagne-nous pour prendre soin de notre maison commune. Amen. Merci tout le monde d'avoir participé à notre webinaire et on se voit la prochaine fois. À la prochaine tout le monde.